Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence que nous accueillons donc à la bibliothèque de Gerland, bibliothèque qui est fermée au public, mais dans laquelle qui est fermée au public aujourd'hui, je précise, mais dans laquelle nous pouvons quand même tenir cette conférence à distance. Les bibliothèques sont un lieu culturel ouvert, un des seuls lieux culturels ouverts, donc n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques de votre ville. Nous vous avons demandé, je ne sais pas si tout le monde l'a vu dans le chat, de laisser vos micros coupés, vos caméras éteintes pour garder une bonne connexion en fait, pour que le flux ne soit pas interrompu. Néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion. Vous avez une petite icône discussion. Avec ma collègue, nous allons noter vos questions à mesure et puis les relayer à l'intervenante après son temps de présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et puis nous aurons un temps d'échange bien réel après l'intervention de Marie-Noëlle Babinet que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Je vais passer la parole préalablement à Rémi Léger qui va présenter la Semaine du cerveau. Merci. Merci. Bonsoir et bienvenue à la 23e édition de la Semaine du cerveau. La Semaine du cerveau, c'est quoi? C'est une manifestation internationale organisée dans plus de 120 villes en France sous le pilotage de la Société des neurosciences. L'événement est organisé à Lyon par un comité de pilotage local composé de 10 partenaires, dont l'INSERM, le CNRS, la Fondation Neurodis, la Fondation Apicil, l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université de Lyon, le LabEx Aslan, le LabEx Cortex, le Centre de recherche en neurosciences et le Centre hospitalier Le Vinatier, avec le soutien de la CASDEN et de la MGEN. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation sur le site semaine-du-cerveau.fr. Et vous pouvez retrouver les vidéos qui seront disponibles sur le site et la chaîne YouTube de PopScience. Je vous laisse maintenant en compagnie de Marie-Noëlle Babinet qui va vous parler d'émotions et comportement social. Et maintenant, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je me permets d'enlever mon masque, les distances sont respectées et ce sera plus sympathique finalement de me voir un visage entier, surtout qu'on va parler effectivement des émotions, du regard aussi et de l'intérêt que ça peut avoir dans nos interactions sociales. Tout d'abord, je remercie vraiment beaucoup la Semaine du cerveau, tous les organisateurs, mais aussi la bibliothèque de Gerland de me permettre effectivement de faire cette conférence avec vous. Malgré le fait de la pandémie, on arrive à se voir en visio et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Alors, brièvement, je vais me présenter. Avant de lancer effectivement mon diaporama qui fera support de ma conférence. Donc, je m'appelle Marie-Noëlle Babinet, je suis neuropsychologue. Le nom complet, c'est psychologue spécialisée en neuropsychologie. Je travaille au centre de référence maladies rares Génopsy qui se situe au sein du centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Et je suis également doctorante en neuropsychologie à l'Université Lumière Lyon 2, au laboratoire EMC. Et donc, ce soir, nous allons parler ensemble, effectivement, des émotions et des impacts que cela a dans le comportement social. Alors, on va essayer de discuter ensemble, finalement, lors de cette conférence et puis après, lors du débat, où j'espère vous aurez de nombreuses questions, les liens qu'il peut y avoir entre la perception, la détection des émotions, mais aussi du regard et finalement de notre comportement social, des interactions sociales qu'on peut avoir les uns avec les autres. Pourquoi c'est important de parler des émotions finalement? Parce que comprendre les émotions qui sont exprimées par nos semblables, c'est vraiment indispensable au quotidien pour adapter notre comportement au contexte et à l'environnement du moment, tout particulièrement dans une espèce sociale qu'est la nôtre. Effectivement, ces émotions, finalement, la compréhension, et on le développera plus tard, la compréhension, la reconnaissance des émotions, du regard d'autrui, ça va nous permettre de nous adapter et de répondre correctement ou de manière adaptée à la personne qui est en face de nous, mais également dans le groupe finalement. Alors, la communication, finalement, ces interactions sociales, ce comportement social
Par quoi il va passer? Effectivement, par la communication sociale. Et cette communication sociale, elle est bien plus complexe que ce que l'on imagine, parce qu'on a souvent à l'esprit effectivement que la communication émotionnelle va passer par le visage et finalement par la reconnaissance des émotions faciales. C'est pour ça que je vous ai mis effectivement l'œil, la vue effectivement, mais c'est bien plus complexe que cela et ça va mêler différents canaux, donc la vue bien évidemment effectivement, mais aussi l'audition. Et puis également les gestes. Alors, si d'ailleurs vous me voyez, je parle beaucoup avec les gestes pour ma part. Alors effectivement, cette communication émotionnelle, elle est très importante, mais alors que sait-on du développement de la reconnaissance des émotions faciales chez les enfants, dans l'enfance? Parce que finalement, c'est peut-être important d'avoir un peu des étapes, d'avoir un peu des points de repère pour mieux comprendre comment finalement, après, au fil et à mesure de notre développement et donc après au niveau de l'adulte, on peut effectivement adapter nos émotions à notre comportement social. Alors finalement, ce qu'on sait, c'est que de la naissance à 6 mois environ, l'enfant il va manifester finalement plusieurs émotions primaires, la douleur, le dégoût, le plaisir. Et j'ai bien mis en caractère gras le côté manifesté, l'émotion, parce qu'il peut aussi manifester de la colère, de la surprise, de la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'il reconnaît sur le visage d'autrui les émotions. Non, il peut les manifester, mais il ne peut pas forcément les reconnaître encore. Alors finalement, si on essaye d'être un peu plus précis, dans les quelques jours de vie, donc très rapidement après la naissance, finalement, les nourrissons, ils peuvent avoir des réactions d'imitation immédiate. Effectivement, c'est des choses qu'on peut entendre entre la relation mère-bébé. Si une mère sourit à son nourrisson, effectivement, très probablement en retour, le nourrisson va sourire. Ça, c'est vraiment une réaction d'imitation immédiate. Le nourrisson, il n'est pas en mesure de comprendre la joie à ce moment-là. En revanche, c'est vraiment de l'imitation faciale vis-à-vis de la mère, mais aussi d'autres personnes de son entourage, souvent des personnes de son entourage proches, avec lesquelles il a finalement, on va dire, un attachement particulier. À partir de 3 mois, les enfants ils vont distinguer l'expression de joie de l'expression neutre, mais aussi l'expression de joie de l'expression de surprise. Ça veut dire que finalement, dans deux situations sociales différentes, ils vont pouvoir comprendre effectivement, distinguer que sur le visage de la personne qui est en face d'eux, il y a la joie ou bien il y a la neutralité, il y a la joie ou il y a la surprise. À 4 mois, effectivement, ça va aller un peu plus loin et les nourrissons vont être capables, enfin les jeunes enfants vont être capables de distinguer l'expression de joie de l'expression de colère. Puis à 5 mois, l'expression de colère et l'expression de neutre. Finalement, vous voyez que ça va un petit peu au fur et à mesure du développement de l'enfant. Alors de 6 mois à 1 an, finalement, à 7 mois à peu près, la distinction, elle est quand même meilleure pour la joie que pour la peur. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de 8-9 mois, l'enfant il est capable de moduler son comportement en fonction de l'expression faciale maternelle. C'est-à-dire que, par exemple, face à un inconnu, il ne va pas forcément savoir comment adapter son comportement social, hein, parce qu'à 9 mois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire. En revanche, si la mère arrive et que la mère, elle exprime de la joie vis-à-vis de son nourrisson, de son enfant, finalement, c'est comme si elle lui permettait de se dire: «Oui, tu peux faire confiance à la personne et donc tu peux exprimer de la joie envers cette personne». Donc finalement, le nourrisson et l'enfant, il va vraiment se fier à la mère. Alors bien sûr, on parle beaucoup de la mère parce que dans les études, il y a un lien effectivement qui est assez privilégié entre le nourrisson et le bébé, puis le nourrisson et l'enfant. Donc on parle souvent de l'expression faciale maternelle dans les premiers mois de la vie. Ce qui est toutefois important à avoir en tête, c'est qu'à ce moment-là de la vie, les enfants n'ont pas de notion de signification de l'émotion. Ils ne sont pas en mesure, alors même s'ils n'ont pas le langage oral, de pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière la joie, derrière la surprise, derrière la peur. Ils sont capables de distinguer qu'une personne en face d'elle n'exprime pas la même chose, mais sans
forcément savoir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est important effectivement à avoir en tête. Alors, à 1 an, au contraire, justement, l'enfant s'est un petit peu développé et il commence à montrer des signes de compréhension des émotions humaines. Et notamment, il arrive plutôt bien à distinguer 2 grandes catégories d'émotions, les émotions dites positives et les émotions dites négatives. Donc, il va vraiment faire un peu la part des choses entre effectivement ce qui va être positif et ce qui va être négatif. Donc ça, c'est important effectivement. Et parfois, il faut un peu finalement accentuer nos émotions sur le visage pour qu'ils comprennent bien. Mais c'est un peu les prémices de la compréhension des émotions faciales. À 2 ans, l'enfant, il va pouvoir exprimer d'autres émotions qui ne sont pas les émotions primaires, des sentiments aussi, de la fierté, de la gêne, de la honte. Il va finalement aussi apprendre le moment où il va commencer à exprimer un peu ses frustrations de façon verbale et non plus uniquement, comme on pouvait l'exprimer tout à l'heure, de manière visuelle. C'est-à-dire qu'avant, finalement, il pouvait montrer sur son visage qu'il était pas content, qu'il était dégoûté. Et là, finalement, ça va se combiner avec une expression également verbale de ces frustrations. Et puis, ils peuvent aussi, à partir de ce moment-là, commencer à utiliser des adjectifs un peu en rapport avec la joie et la tristesse. Je suis content, je suis triste, ou d'autres adjectifs qui vont exprimer finalement ces émotions-là. Donc, vous voyez que là, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et puis, on continue finalement. À partir de 3 ans, c'est vraiment là où l'enfant il va pouvoir commencer à décoder la joie, la tristesse et la colère, quasiment, je dirais, de manière certaine. C'est-à-dire qu'il ne va pas se tromper sur le décodage de ses émotions faciales. Et donc, il va pouvoir utiliser des adjectifs, là encore, en rapport avec la colère, la peur. Et il va pouvoir donc nommer. C'est ce qu'on appelle la labellisation émotionnelle. L'enfant va pouvoir dire maman, tu es contente, papa, tu es triste, mon petit frère, il est pas content parce que souvent la colère, c'est difficile. Ils vont souvent dire il est pas content plutôt que la colère. À 4 ans, l'enfant, il devient performant pour percevoir cette fois vraiment la peur. Et alors, dans la littérature, on trouve que finalement 50% à peu près d'entre eux vont décoder la surprise, qui est une émotion qui est un peu plus complexe que les précédentes. Ce qui est intéressant, c'est que, alors je l'ai mis ici, mais qu'à 3-4 ans, finalement, ils vont pouvoir, on disait, comprendre l'émotion et souvent, ils vont définir l'émotion comme une situation très concrète. C'est-à-dire que si vous leur demandez, explique-moi ce qu'est être content, donc la joie, être pas content, la colère, ils vont pas vous expliquer dans des termes, bien sûr, scientifiques ou complexes, mais ils vont vraiment faire le rapport avec une situation qu'ils ont eux-mêmes vécu et qui a fait référence effectivement à cette émotion-là. Ce qui est tout aussi important parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très pratico-pratique pour eux dans leur vie. Ils vont aussi, pour beaucoup d'entre eux, commencer à distinguer une émotion qui va être réelle d'une émotion qui va être simulée. Donc effectivement, quelque chose qui va être faux chez quelqu'un. Ils vont aussi commencer à utiliser des adjectifs en rapport avec la surprise. Puis on continue et finalement, la dernière émotion, des émotions primaires qui vont reconnaître finalement, c'est le dégoût. Parce que le dégoût, c'est une émotion qui reste complexe. Même pour certains, quand ils grandissent, le dégoût reste quelque chose de compliqué. Alors l'enfant aussi peut commencer à contenir un petit peu ses émotions et ça me fait penser que j'aime bien, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais la reconnaissance du dégoût, je pense que dans les années à venir, on aura peut-être beaucoup d'intérêt à s'y pencher parce que qu'est-ce que réellement est le dégoût? Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent le mot être dégoûté pour autre chose que la réelle signification du terme dégoût, qui est le fait de ne pas aimer quelque chose, de trouver que quelque chose est vraiment pas bon. Or, effectivement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui que vous entendez dire ah, ça me dégoûte, je suis dégoûté de la vie, et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et je vous dis ça parce que nous, dans nos évaluations et dans notre pratique clinique, on a cette problématique où finalement la reconnaissance du dégoût est d'autant plus complexe que finalement, au quotidien, ils emploient ce mot pour d'autres choses.
On continue un peu dans le développement de l'enfant et finalement, à 7-8 ans, de manière quasi certaine, les enfants ils peuvent décoder les émotions de base, donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accroissement du taux finalement de reconnaissance, elle est aussi liée au fait qu'ils vont moins confondre certaines émotions. Quand ils sont plus petits, effectivement, ils vont avoir tendance à confondre la surprise avec la joie, la surprise avec la peur, le dégoût avec la peur. Mais par contre, les erreurs peur-surprise et puis les erreurs peur-tristesse, elles restent fréquentes. Mais ça, c'est important d'avoir à l'esprit que chez les adultes, il y a aussi des confusions qui restent présentes tardivement et qu'on retrouve quand on fait passer effectivement ce type d'évaluation à n'importe qui dans la population générale. Alors finalement, au niveau justement, on parlait de la compréhension de l'émotion parce que c'est bien beau de la reconnaître sur le visage d'autrui, mais faut-il encore savoir ce qu'il y a derrière? On le disait tout à l'heure, hein, finalement, à 3-4 ans, ils peuvent évoquer une situation concrète et c'est vraiment, je dirais, à partir de 10 ans que l'enfant il va parvenir à définir l'émotion en tant qu'état mental et donc à vraiment comprendre l'émotion en tant que telle et surtout après à faire le lien entre ce qu'ils peuvent aussi ressentir intérieurement. Qu'est-ce que ça leur fait de ressentir de la joie, de la colère, de la peur, hein, c'est par exemple avoir la boule au ventre, etc. Ça, c'est vraiment à partir de 10 ans, de manière, je dirais, quasi certaine, effectivement, ils ont cette capacité-là. Alors attention, parce que là, on a fait effectivement un peu au niveau chronologique, je dirais, le développement de la reconnaissance des émotions, mais réellement, les âges, ils sont mentionnés à titre indicatif parce que chaque personne est différente, chaque personne est unique et le développement des émotions, elle se fait de manière effectivement là aussi unique et ça dépend vraiment d'un nombre important de facteurs. Donc, vous alarmez pas si parfois vous retrouvez pas forcément vos enfants ou des personnes que vous connaissez dans ce que j'ai pu évoquer précédemment, c'est vraiment des choses données à titre indicatif, comme l'acquisition de la marche, l'acquisition du langage, etc. Alors là, on est d'accord qu'on a parlé de la communication émotionnelle et finalement de comment on arrive à la percevoir sur le visage. Oui, mais alors, qu'en est-il de l'audition? Parce que c'est quelque chose qu'on omet souvent, pensant peut-être que ça n'a pas d'impact forcément dans notre comportement, dans les interactions sociales qu'on peut avoir avec les autres. Mais bien au contraire, ça a un intérêt vraiment très important. Alors, ce canal auditif, finalement, il faut savoir, et je pense que je ne vous apprends rien effectivement, mais c'est important de le redire, que l'émotion, elle est également véhiculée par l'intonation, les variations aussi de hauteur et d'intensité, de rythme et de timbre de la voix. Et donc ça, c'est la prosodie classique, hein, le fait que tout un chacun, on parle différemment. C'est pour ça qu'on dit par exemple que les Italiens, ils ont un parler qui est très chanté parce qu'ils ont des variations de hauteur et d'intensité qui est assez importante. En France, ça dépend un peu des régions, je dirais. Mais après, on est aussi capable effectivement de véhiculer un timbre de voix, un rythme et donc une émotion. Et c'est ce qu'on appelle la prosodie émotionnelle. Effectivement, on ne va pas exprimer la même chose quand on est joyeux, quand on est triste, quand on est en colère, quand on a peur. La prosodie, elle est modifiée. La prosodie émotionnelle, c'est une forme finalement de communication qui est essentielle et qui va guider le comportement du nourrisson. Donc ça veut dire dès les premiers jours finalement, c'est quelque chose qui est très très important. Et les nourrissons apprécient tout particulièrement la façon de parler bébé. Donc entre guillemets, c'est en psychologie, hein, c'est ce qu'on appelle la parole dirigée vers le nourrisson et qui prend finalement la diction un peu quelque chose de clair, de plus lent, quand effectivement on va se mettre vraiment en face du nourrisson et qu'on va lui parler de manière très lente, en articulant et en utilisant des mots simples. C'est le façon parler bébé que les nourrissons aiment beaucoup. Et même là-dedans, effectivement, on va émettre une émotion. Et souvent, les mamans, les papas,
On fait tout ça effectivement sans forcément s'en rendre compte, mais on va même surjouer parfois. Si on est très, très content, on va leur dire: «Oui, c'est super!» et donc vraiment, on exprime notre émotion, de manière un peu excessive, mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment une communication essentielle et qui va aussi jouer dans le comportement que l'enfant va avoir en retour face à vous. Donc effectivement, là, on a parlé, de la communication émotionnelle un petit peu, dans son ensemble, même si bien sûr il y a d'autres, canaux, hein, qui rentrent, en ligne de compte, avec effectivement le fait de les reconnaître, le fait de pouvoir de les reconnaître visuellement, pardon, de pouvoir les entendre aussi. Oui, mais alors, et je ne pouvais pas faire l'impasse sur ça, en ce temps-là, qu'en est-il de la communication émotionnelle quand on porte le masque et notamment chez nos jeunes enfants, en crèche, à l'école? C'est vraiment une question qui est importante, qu'on se pose, tous et j'ai bien sûr pas la réponse, ce soir à vous apporter, mais on a quelques éléments de réponse qui sont plutôt positifs, et donc ça, c'est plutôt, intéressant. Alors effectivement, dans une étude qui est très, très, récente de Ross et collaborateurs, hein, ils viennent de la faire, ils ont pu évoquer que la voix finalement, donc la prosodie émotionnelle, elle va primer chez les jeunes enfants. Les enfants, ils vont avoir des difficultés à reconnaître l'émotion qui va être présentée sur le visage de quelqu'un et sur le corps, hein, avec les gestes, la posture aussi, quand finalement on leur demande d'ignorer la prosodie émotionnelle, donc finalement l'émotion qui est transmise par la voix. Donc en fait, ces chercheurs, ils ont proposé à des enfants de reconnaître une émotion en proposant une émotion sur le visage, et en même temps une émotion via la voix. Et les émotions, elles ne sont pas identiques. C'est ce qu'on appelle la non-congruence. Donc c'est par exemple, on leur présente la joie sur le visage et la tristesse dans la voix. Et on leur demande: «Essaye de pas écouter la voix et dis-nous ce que tu vois comme émotion sur le visage». Les jeunes, les enfants, et vous verrez que c'est les enfants de moins de 7 ans, ils sont très, très en difficulté pour faire ça parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à omettre, la voix, l'émotion qu'ils entendent via la voix. Et donc ça, c'est l'indice probable, de ce qu'on appelle une prédominance auditive chez les plus jeunes. Ça veut dire que oui, bien sûr, ils vont se fier au visage, mais avant tout, ils vont se fier à l'émotion qu'ils entendent via la voix. Ils ont aussi, découvert, ces chercheurs, que les enfants, ils sont bien meilleurs que les adultes pour reconnaître les émotions, visuelles quand on leur fait entendre une voix qui est dans le même état. C'est-à-dire qu'on leur présente, un adulte qui, représente la colère et en même temps, ce même adulte exprime la colère dans sa voix. Les enfants sont bien meilleurs que nous, les adultes, pour reconnaître l'état affectif de la personne. Et donc finalement, il semblerait, que dans la perception des émotions complexes du monde qui les entoure, cette dominance, auditive, elle ait pour effet finalement d'améliorer la précision de la reconnaissance émotionnelle chez les enfants. Et finalement, c'est plutôt logique puisque la prosodie émotionnelle, elle reflète souvent quand même les émotions du corps et du visage. Quand, des parents se mettent en colère, par exemple, assez souvent, ils vont exprimer dans la voix également la colère et non pas seulement sur leur visage ou par les gestes. Et donc, c'est vrai qu'ils vont, les enfants, plus se porter, en tout cas, ça va être vraiment très important, l'émotion véhiculée par la voix. Donc finalement, les émotions à visage masqué, si on peut les appeler, comme ça, il semblerait, hein, et on ne dit pas que c'est, à coup sûr effectivement, mais il semblerait, et c'est plutôt quelque chose de positif, c'est pour ça que je voulais vous en faire part, ce soir, que les enfants qui sont âgés alors de moins de 7 ans, hein, donc on ne parle pas de ceux qui sont plus âgés, mais ceux de moins de 7 ans, ils seraient moins impactés par la situation du coup actuelle, en tout cas c'est ce qu'on peut se dire, que les enfants qui sont, plus âgés, et les adultes. Attention, ça ne veut pas dire que, le visage, il a, aucun droit, qu'il faut, arrêter d'exprimer les émotions, sur le visage. Pas du tout, hein, le visage doit garder, tous ses droits, mais il faut peut-être se dire que finalement, les enfants effectivement de moins de 7 ans, ils vont quand même parvenir à reconnaître les émotions qui sont exprimées chez l'adulte parce qu'ils vont quand même beaucoup se fier, à la prosodie, émotionnelle. Ça veut aussi peut-être dire que si vous avez l'impression de pas assez exprimer,
vos émotions via la voix, peut-être qu'il faut finalement essayer de le faire un peu plus. Nous, c'est souvent des conseils qu'on donne aux parents, aux enseignants, à toute personne finalement qui travaille avec des enfants. Alors, on a parlé jusqu'à présent des émotions, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler aussi du regard, parce qu'effectivement, dans les émotions, et c'est les émotions faciales, hein, on est bien d'accord, on a aussi le regard, donc finalement les yeux. Et ça va un peu de pair, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'interprétation du regard sur le visage d'autrui? Parce que finalement, ce regard, ça va peut-être aussi nous permettre d'accrocher avec la personne qui est en face de nous et donc, par la suite, de décoder ses émotions et donc de rentrer en lien avec lui, d'interagir et d'avoir des comportements qui sont adaptés. Alors la question qu'on se pose effectivement, c'est quel est notre comportement finalement face au regard d'autrui, face à ses émotions, mais aussi au regard, et quel est l'impact dans les interactions sociales. Alors finalement, notre réaction comportementale face au regard, parce que c'est ce qui nous importe ici ce soir, c'est vraiment le côté comportement social. On sait aujourd'hui que les nourrissons, très très tôt, à quelques jours de vie, ils vont réagir au regard direct. Donc ça veut dire à quelqu'un qui va les regarder en face à face par rapport à quelqu'un qui va dévier le regard. Ils vont être beaucoup plus sensibles au fait qu'on les regarde dans les yeux plutôt que le fait qu'on les regarde pas. Bien sûr, c'est aussi le cas quand on grandit, c'est-à-dire quand on devient adulte, effectivement, notre réaction comportementale va être plus importante quand quelqu'un nous regarde dans les yeux plutôt que quand quelqu'un, effectivement, regarde ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a aussi cette sensation que quand quelqu'un nous regarde, il attend peut-être quelque chose de nous, hein, parce qu'après, on fait des interprétations. Et c'est aussi ça le lien avec le comportement social, finalement. Mais on peut aussi imaginer qu'on interprète plein de choses finalement. Pourquoi il me regarde? Qu'est-ce qu'il me veut? Alors que quelqu'un qui va regarder sur le côté, on va peut-être se dire que soit il veut nous montrer quelque chose sur le côté, et donc ça, c'est aussi chez les enfants ce qui va se développer sous la forme de l'attention conjointe, pardon, c'est aussi comme ça hein, qu'on l'appelle. Finalement, on va regarder en face à face l'enfant, puis on va décaler notre regard vers l'objet qu'on souhaite effectivement lui montrer. Et l'enfant, quand il aura acquis ses capacités d'attention conjointe, va décaler son regard également avec vous sur l'objet sur lequel vous souhaitiez qu'il porte son attention. Donc, vous voyez que le regard, finalement, est aussi quelque chose de très important. Et une fois qu'on a accroché le regard chez quelqu'un, effectivement, c'est là aussi où on va être plus à même de pouvoir décoder ses émotions faciales et donc d'ajuster finalement notre comportement en conséquence. Alors oui, effectivement, on a parlé jusqu'à présent finalement, je dirais, de la typicité de la perception et de la détection du regard d'autrui, des émotions faciales et de finalement ce que ça va engendrer sur le comportement social. Donc effectivement, le fait de pouvoir reconnaître l'émotion sur le visage de quelqu'un. Si on voit que la personne, elle est en colère, ça veut dire que peut-être on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être il vient de se passer quelque chose et c'est peut-être pas le meilleur moment, en tout cas c'est ce qu'on va interpréter pour aller lui parler par exemple ou pour lui demander quelque chose. Donc on voit bien là les liens entre émotion, regard et notre comportement social. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une atypicité dans la perception et la détection du regard d'autrui, des émotions faciales? Et donc, quelles répercussions ça peut avoir sur le comportement social? Puisqu'on voit qu'effectivement, tout est lié. Alors, quand ça ne fonctionne pas, comment ça se passe au quotidien? Alors, vous verrez que j'ai pris finalement quelques exemples, hein, et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres des exemples, mais il me semblait peut-être important de pouvoir prendre des exemples qui sont assez typiques et dont on entend beaucoup parler. C'est le cas, par exemple, du trouble du spectre de l'autisme, qui est donc un trouble du neurodéveloppement qui est défini par, je dirais, différentes choses, mais en particulier une atypicité dans l'exploration des traits caractéristiques du visage,
puisque peut-être effectivement vous en avez déjà entendu parler, mais dans l'autisme, ce sont souvent des enfants, des jeunes adolescents, puis des adultes qui vont vraiment explorer de manière assez particulière les caractéristiques du visage, et ils peuvent très bien l'expliquer quand on leur demande à l'âge adulte. Effectivement, je dirais que pour reconnaître les émotions faciales sur le visage de quelqu'un de manière assez classique, d'ordinaire, on va avoir un triangle en fait de perception. Vous allez regarder les yeux, puis la bouche, hein, donc c'est vraiment le triangle de reconnaissance des émotions faciales, et c'est ça qui va vous permettre d'extraire les caractéristiques des émotions et de vous dire oui, la personne qui est en face de moi, elle exprime de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère, etc., etc. Finalement, dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme, on a une atypicité. Pourquoi? Parce que dans les différentes recherches qui ont pu être faites dans la littérature, ce qu'on observe, c'est que, au contraire, ils n'arrivent pas à fixer en fait leur regard sur les caractéristiques effectivement classiques, c'est-à-dire les yeux et la bouche. Ils vont plutôt, avoir tendance à regarder en fait autour du visage, et donc on comprend effectivement que si on regarde le visage dans son contour et non pas effectivement au niveau des yeux et de la bouche, alors ça va être plus difficile pour extraire les caractéristiques des émotions faciales, et donc ça a un impact sur la reconnaissance des émotions faciales, mais aussi bien sûr sur le comportement adaptatif, donc le comportement social. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous imaginez qu'un jeune n'arrive pas à reconnaître par exemple que son copain est triste, et que donc il va inférer une autre émotion, soit il infère pas du tout d'émotion, il comprend pas du tout l'émotion, soit il se dit mon copain finalement il est peut-être pas triste, il est peut-être content. Alors dans ce cadre-là, quel va être son comportement social d'adaptation finalement? Il va répondre comme si son copain était content, alors que son copain est triste. Donc forcément, il y a une inadéquation entre ce que la personne, elle imagine, ce qu'elle a, mais vraiment c'est ce qu'elle croit, hein, elle invente pas, elle est persuadée que c'est cette émotion-là qui est exprimée, et finalement la réalité de l'expression de son copain. Et là, on voit bien effectivement l'atypicité qui va engendrer des particularités dans les comportements sociaux, et donc finalement après un mal-être aussi, hein, qui peut être présent parce qu'on peut penser effectivement que la personne, elle ne comprend pas ce qu'elle exprime. Alors c'est important aussi de parler des émotions bien sûr, mais du regard, puisque peut-être c'est quelque chose aussi que vous aurez alors déjà observé ou que vous avez déjà pu rencontrer. C'est souvent des personnes qui ont un contact oculaire qui est un peu atypique, particulier. On pourrait dire cela comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à capter votre regard. Or, on a dit aussi que finalement, la captation du regard, ça va nous aider à reconnaître les émotions faciales et donc à adapter notre comportement. Alors là, il y a plusieurs théories, je dirais, mais il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Soit on peut imaginer effectivement, en tout cas certaines recherches vont dans ce sens-là, qu'il y a ce qu'on appelle une insensibilité passive au regard direct, donc au fait que quelqu'un nous regarde. Ça voudrait dire que finalement, ils ne sont pas attirés par le regard de la personne. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, ils ne peuvent pas focaliser leur attention sur le regard, mais simplement, ils sont insensibles au regard direct. Ça veut aussi dire, dans ce cadre-là, que si on les incite à regarder dans les yeux la personne qui est en face d'eux, cela fonctionne. Donc ça, c'est une théorie, une hypothèse qui est tout à fait plausible. Une autre hypothèse, c'est le fait que, au contraire, ils sont tout à fait en mesure de pouvoir regarder directement la personne. En revanche, ils vont éviter de manière active cela, peut-être parce que ça va générer chez eux finalement une réaction un peu physiologique, finalement quelque chose de désagréable dans leur corps. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a finalement pas de réponse, il n'y a pas de consensus. C'est ce qu'on appelle des hypothèses. On se pose la question, est-ce que finalement, ils sont plutôt insensibles au regard, ou alors est-ce que vraiment ils évitent clairement le regard de la personne qui est en face d'eux? Et là aussi, vous voyez bien que finalement, toutes ces recherches-là, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'en fonction peut-être du jour où on trouvera le consensus, s'il y en a un, bien sûr, à ce niveau-là, ça va nous permettre
de mieux comprendre aussi les répercussions sur leur comportement social et donc de les aider au plus proche de leurs besoins. Alors prenons aussi le cas d'une grande pathologie psychiatrique qui est bien connue, je dirais, en tout cas plutôt bien connue, qui est la schizophrénie. Dans la schizophrénie, on relève aussi beaucoup dans la littérature qu'il y a une atypicité dans l'exploration des traits caractéristiques du visage à nouveau, sans réellement savoir effectivement ce qu'ils vont regarder plus précisément. Mais quand on utilise ce qu'on appelle un eye tracking, donc c'est le fait de finalement capter effectivement exactement vos mouvements oculaires pour savoir comment vous arrivez à reconnaître les émotions, on observe chez les personnes qui sont porteuses d'une schizophrénie, qui présentent une schizophrénie, qu'il y a une atypicité dans l'exploration des caractéristiques du visage et donc de l'émotion. Et donc, ça a un impact, là encore, sur la reconnaissance des émotions faciales. Alors là aussi, après, ils se sont penchés sur la question finalement du regard, parce que c'est aussi des personnes chez qui il y a une atypicité dans le regard. Parfois, ils ont effectivement un regard qui peut être un peu délicat. Ils n'arrivent pas bien à rentrer en lien avec la personne. Alors la question, c'est de se dire pourquoi finalement c'est difficile. Et alors là, c'est encore plus complexe que dans le trouble du spectre de l'autisme parce qu'il y a encore moins de consensus dans le sens où il y a des chercheurs qui disent qu'il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de difficulté, et d'autres qui disent qu'il y en a. Finalement, quand on creuse un peu, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, on se rend compte que c'est finalement ce qu'on leur propose qui est un peu différent et qui peut peut-être engendrer aussi une réponse qui va être différente. Un autre trouble dont on parle effectivement aussi beaucoup, et puis peut-être, je l'ai mis aussi ce soir parce que peut-être on en parle aussi avec les enfants, les adolescents de plus en plus, c'est le trouble de l'anxiété sociale. Et donc, dans ce trouble de l'anxiété sociale, finalement, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'ils ont une réaction physiologique qui est produite par la détection du regard, et c'est cette réaction physiologique qui semble altérée. Et finalement, ça a un impact, ça, sur la réponse qui est apportée face à la reconnaissance des émotions faciales, puisqu'ils vont regarder quelqu'un, et donc là, il semblerait que ce n'est pas les étapes du traitement qui nous permettent de regarder quelqu'un dans les yeux qui soient altérées, ça, ils y arrivent parfaitement. En revanche, c'est vraiment la réaction que ça provoque en eux qui est vraiment altérée. Ils ont une sensation très désagréable quand on les regarde, et donc finalement, ils ne vont pas réussir à maintenir leur regard dans les yeux d'autrui, et donc à porter finalement eux-mêmes leur regard sur le visage de la personne qui est en face. Et donc là, on imagine effectivement que ça va avoir un impact sur le fait de reconnaître l'émotion faciale de la personne qui est en face d'elle. Alors, un autre trouble du neurodéveloppement dont je voulais parler ce soir, c'est le cas de la délétion 22q11.2, qui est un trouble du neurodéveloppement dont finalement l'origine génétique, elle est connue, c'est-à-dire qu'on sait effectivement la cause, l'étiologie génétique, on sait où il y a un bout finalement de chromosome qui manque et qui explique en partie leur problématique, et notamment effectivement la problématique dans le champ de la reconnaissance des émotions faciales et donc par conséquent de leur comportement social. Alors il faut savoir que dans la délétion 22, ce sont des personnes qui vont avoir un risque accru de développer ce qu'on appelle des symptômes psychotiques à l'adolescence, mais peut-être même chez les plus jeunes. C'est aussi des jeunes qui ont une anxiété qui est très importante, à peu près 35% chez les enfants et 27% chez les adultes. Donc, vous voyez que c'est quand même important. Et ils ont aussi des difficultés dans les relations sociales. En tout cas, c'est souvent une plainte qui est fréquente chez les enfants qui sont scolarisés. Et on recoupe finalement ces difficultés dans les relations sociales. Et c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple, parce que c'est un bel exemple, je dirais, des liens entre reconnaissance des émotions faciales, du regard, et comment on arrive à adapter notre comportement au quotidien avec les autres, donc dans les interactions sociales.
Chez eux, on se rend compte effectivement dans une étude assez récente qu'on a pu mener qu'ils confondent beaucoup plus fréquemment certaines émotions que les enfants tout venant, et ils ont aussi des difficultés de reconnaissance qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Alors quand je dis ça, c'est de manière globale, donc bien sûr, il y en a certains pour qui il n'y aura pas de difficulté de reconnaissance des émotions faciales. C'est de manière générale, on observe ça dans la délétion 22. Et finalement, j'ai pris aussi cet exemple-là parce que vous voyez que c'est finalement dans ce trouble du neurodéveloppement, on parle de l'atypicité de la reconnaissance des émotions faciales, du regard et du lien avec le comportement social. Pour nous, il se trouve que c'est un trouble du neurodéveloppement, la délétion 22, qui est un peu une source effectivement de recherche au niveau de la clinique aussi pour essayer de les aider encore plus, mais c'est un peu un prototype d'un trouble du neurodéveloppement où on retrouve des difficultés dans la reconnaissance des émotions faciales et aussi des difficultés au niveau du comportement social, des interactions sociales. Et donc, on peut étudier finalement plus précisément le lien entre les deux. Alors, il n'y a pas de réponse réelle, effectivement, hein, les recherches sont toujours en cours. Est-ce que finalement, le fait qu'ils aient parfois une symptomatologie psychotique, le fait d'avoir une anxiété sociale, une phobie sociale, parfois une phobie scolaire qui est parfois en lien avec le fait de se retrouver en face à face avec leurs camarades, est-ce que ça ne viendrait pas effectivement d'une mauvaise perception, d'une mauvaise interprétation à la fois de la direction du regard, mais aussi de la reconnaissance des émotions faciales? La question reste entière et les recherches sont bas à leur pleine en ce moment. En tout cas, on est beaucoup là-dessus. Alors finalement, la question qui se pose et ce pourquoi on a fait cette conférence, c'est d'essayer de discuter ensemble l'intérêt de mieux comprendre comment on va percevoir et détecter le regard d'autrui et les émotions faciales. Et donc, j'espère qu'au cours de cette conférence, où on a parlé de la détection des émotions faciales, à la fois par le visage, mais aussi par l'audition, qui est très importante, je vous le rappelle, mais aussi de la détection du regard. Quelle est l'importance finalement, hein, comment on arrive à mieux comprendre les étapes du traitement de l'information qui sont liées à la détection et à la perception du regard et des émotions faciales. Et finalement, quel est l'intérêt aussi de mieux comprendre ce qu'on pourrait appeler peut-être une cascade neurodéveloppementale, hein, donc depuis le nourrisson finalement à l'âge adulte, comment ça se développe chez tout un chacun et comment ce développement au niveau du cerveau, au niveau neurodéveloppemental, va permettre au fur et à mesure de notre vie et de la vie de tous les enfants de construire ce qu'on appelle le cerveau social, qui est effectivement notre capacité aussi, hein, à justement à adapter notre comportement en fonction des émotions, de ce qu'on peut comprendre aussi des autres. Et bien sûr, ce cerveau social qu'on a tous ne dépend pas uniquement des émotions faciales, mais aussi du fait de comprendre les intentions des autres, ce qu'on peut appeler la théorie de l'esprit, mais ce n'était pas le propos de la soirée. Alors en conclusion, pour finir mon propos, je vous ai remis cette image pour bien qu'on ait à l'esprit effectivement de cette communication émotionnelle. Elle passe par vraiment beaucoup de canaux, la vue, l'ouïe, mais aussi les gestes, le regard, les émotions. Et tout ça, lié ensemble, ça va nous permettre effectivement d'adapter notre comportement vis-à-vis des autres, de s'adapter à nos copains, à nos copines, et effectivement de mieux comprendre le monde aussi qui nous entoure. Alors oui, en ce moment, effectivement, nous avons l'obligation de porter le masque. Donc forcément, ça influe sur notre comportement aussi social puisqu'on perçoit moins finalement les émotions d'autrui. Et je vous invite alors beaucoup, quand vous êtes chez vous sans le masque, à exagérer un peu les émotions faciales pour finalement travailler aussi avec les enfants, tout un chacun, ces émotions faciales, mais aussi à peut-être prêter plus attention à ce que vous pouvez dire oralement, donc c'est par la prosodie émotionnelle, et peut-être à essayer de faire en sorte que vraiment il y ait ce qu'on appelle une congruence entre votre émotion qui est exprimée sur votre visage et l'émotion qui est exprimée via l'audition.
quitte, je dirais, à accentuer un peu les choses, à surjouer les choses pour que vos enfants y comprennent bien effectivement quelle émotion vous exprimez et donc qu'en retour, leur comportement social soit le plus adapté possible. En tout cas, je crois qu'on leur doit bien ça en ce moment où effectivement le masque ne nous aide pas au quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute en espérant que cette conférence vous ait plu et j'ouvre le débat. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup. Je vais me retoucher un petit peu. Il y a effectivement des questions qui ont déjà été posées pendant la conférence. N'hésitez pas à en poser d'autres dans le fil de discussion. On va les relayer ici. En fait, vous avez déjà répondu à la toute première question qui était justement une question sur le port du masque et en quoi le port du masque avait un impact. Donc celle-ci, vous y avez répondu. Je vais passer tout de suite à la deuxième question qui avait été posée. À partir de quand l'enfant ressent-il les sentiments? Vous avez surtout parlé de reconnaissance des expressions et d'imitation chez le nourrisson. Les sentiments ressentis physiquement se développent-ils en même temps que cet apprentissage de la compréhension des émotions des autres? Alors, après, tout dépend ce qu'on appelle les sentiments, parce qu'il y a pas mal de confusion, effectivement, entre émotions et sentiments. Mais je dirais que ça se développe au fur et à mesure. Et puis, ça se développe aussi parce que finalement, c'est des ressentis qui sont physiologiques. Donc, c'est des ressentis finalement, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de la peur, où quand on a peur, finalement, on va avoir un peu la boule au ventre. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Des chatouillements un peu dans le corps. Enfin, en tout cas, on peut entendre un peu tout ça, plein de choses. Mais parfois, les enfants assez jeunes, ils ont ces ressentis-là, mais en fait, ils ne font pas forcément le lien avec l'émotion parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là, effectivement, encore. Ils vont l'acquérir, je dirais, autour de 7, 8, 9, 10 ans. Là, ce sera vraiment sûr. En revanche, effectivement, il faut peut-être, c'est important de pouvoir communiquer avec eux sur leurs ressentis. C'est-à-dire que si vous observez, par exemple, que votre enfant, il est triste ou qu'il est en colère, n'hésitez pas peut-être à essayer de savoir ce qu'il ressent en lui pour qu'il puisse apprendre finalement à faire le lien entre les deux. Mais vous savez, c'est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple des crises d'angoisse qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Avant de savoir qu'on est sujet à des crises d'angoisse, il nous arrive tout un tas de choses au sein de notre corps et on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. On a besoin souvent d'un tiers extérieur qui va venir nous expliquer effectivement qu'est-ce que toi tu ressens à ce moment-là. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, par exemple, je vais mourir, il va m'arriver quelque chose de grave. Et donc finalement, on essaye de reprendre avec eux et de faire le lien. Là, peut-être que tu as une peur qui est extrême à ce moment-là et qui fait que tu as ce ressenti-là. Donc effectivement, chez les enfants, les ressentis internes, ils vont évoluer au fil de l'âge, mais ils en ont très certainement précocement, beaucoup plus précocement que ce qu'on imagine, comme beaucoup de choses. Malheureusement, comme ils n'ont pas forcément la capacité de vous le dire, on ne le saura pas. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de pouvoir leur poser aussi la question. On avait une autre question, du coup. Y a-t-il des études sur cet apprentissage ou cette reconnaissance dans une situation interespèce, enfant, chien ou chat? Alors, je ne sais pas s'il y a des études. En revanche, on sait effectivement que les enfants, ils sont très sensibles aux liens avec les animaux en tout genre. Je dirais que ça leur apporte un confort pour certains, bien sûr, parce que il ne faut jamais faire de généralité. Il y a des enfants qui vont être vraiment très sensibles à ça et au contraire d'autres qui ne vont pas aimer du tout. Mais effectivement, alors, il y a des émotions qui sont exprimées par les animaux et notamment, justement, il y a quelques études qui portent sur le côté, alors c'est ce qu'on appelle la prosodie, mais chez les animaux, finalement, où vous pouvez entendre effectivement des chiens qui vont pas avoir le même aboiement quand ils ont peur
quand ils sont tristes ou quand ils sont contents. Et finalement, effectivement, ça, il y a une espèce de connivence qui passe entre les enfants et notamment les chiens, effectivement, qui ont une sensibilité toute particulière aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à la fois l'enfant apprécie énormément les câlins avec les chiens, etc. Et le chien est très, très sensible aussi aux enfants, mais pas que, hein, à toute personne humaine, je dirais. Donc finalement, ils se rendent bien les choses, effectivement, par rapport à cette compréhension des émotions. Et c'est aussi pour ça que peut-être vous avez déjà vu des choses comme ça, où il y a des enfants qui vont être tristes, et finalement, le chien va venir se blottir contre l'enfant. On voit ça aussi chez les enfants qui sont malades, malheureusement, dans les hôpitaux, où il y a son chien à lui qui vient se blottir. On voit aussi ça avec les personnes âgées, effectivement, des chiens qui vont même être jusqu'à presque développer parfois des symptômes dépressifs, hein. Alors, je ne suis pas vétérinaire, mais quand, par exemple, ils vont perdre leur maître. Donc, vous voyez bien, effectivement, qu'il y a vraiment des interactions entre les émotions et entre les espèces. Est-ce que vous auriez les références de ces études avec les animaux? Alors, je vous les enverrai, si ça vous intéresse, je les enverrai aux organisateurs qui pourront vous les transmettre. La question suivante, elle porte sur quelle est la part du génétique biologique et la part de l'acquis, en citant l'exemple des enfants dits sauvages, c'est-à-dire si en théorie un nourrisson ou un enfant n'avait pas ce contact quotidien avec des êtres humains, que se passerait-il? Donc, quelle est la part du génétique biologique et de l'acquis? Si je comprends ce que vous dites, nous disposerions de capacités cognitives, mais qui doivent être stimulées socialement. Bah alors, vous avez très bien résumé mon propos, effectivement. Effectivement, nous disposerions effectivement de capacités qu'on va dire innées, en tout cas quelque chose qui se développe effectivement dès la naissance. En tout cas, pour le regard, c'est quelque chose effectivement qui est quasiment certain. Dans la littérature, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, donc qui est présent dès la naissance, donc qui est inné effectivement. Pareil pour certaines émotions, effectivement, hein, qui vont se développer. Mais bien sûr, je dirais qu'on a ce bagage, on va dire cognitif, hein, puisqu'effectivement, on parle là ici de la cognition, hein, de notre développement effectivement cérébral. On a ce bagage-là, mais si finalement on ne l'utilise pas, si on ne le met pas en œuvre tous les jours et qu'on ne fait pas prendre conscience aussi, bien sûr, aux enfants quand ils sont tout petits de l'importance de l'utilisation, on peut imaginer alors effectivement que ce bagage, on va le mettre un peu de côté et qu'on ne va pas forcément en profiter. Donc, je dirais que même si la réponse, elle n'est pas stricte, hein, effectivement, je dirais qu'on n'est pas sûr à 100% de ces données-là, mais très probablement, effectivement, et on a des choses effectivement acquises, innées, et qui vont finalement se développer au fur et à mesure avec tout ce que l'environnement va pouvoir nous apporter. Et ce qui nous fait dire aussi qu'on a des choses qui sont innées et que finalement, quand ça ne fonctionne pas, justement, quand il y a un problème génétique, bah, c'est bien que dans le cerveau, il y a des dysrégulations effectivement hormonales, cérébrales, etc., qui viennent impacter ces particularités, ces données innées qu'on pourrait avoir. Donc oui, très probablement, il y a des choses effectivement qui sont innées. Et puis, avec notre entourage, notre famille, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage scolaire, on va tous développer les choses au fur et à mesure. Et vous savez, c'est pour les émotions, mais c'est valable pour tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on est capable de marcher, mais si on vous enlève la marche pendant des mois, voire des années, ça va dépendre un peu de la personne. On sera très en difficulté pour retrouver effectivement cette capacité de marche. On l'observe chez certaines personnes qui qui ont un accident et qui malheureusement pendant quelques temps ne peuvent pas marcher. On a aussi, hein, quand on n'utilise pas nos compétences, on peut malheureusement les perdre, en tout cas les mettre un peu de côté. Elles sont là,
mais il faut venir les stimuler effectivement quotidiennement pour qu'on puisse s'en saisir toute notre vie. Alors, je passe à la question suivante. Comment explique-t-on cette part de la prosodie émotionnelle chez les enfants? On retrouve cela chez les aveugles, mais ça s'explique par une nécessaire adaptation. Et du coup, pourquoi chez les enfants et pourquoi cela n'est pas conservé lors de l'évolution vers le stade adulte? Alors, c'est pas que c'est pas conservé. Alors, enfin, je ne sais pas si la question est tournée dans ce sens-là. On conserve bien sûr la capacité à reconnaître l'émotion via la voix. Mais ce qui a été observé chez les enfants, c'est que finalement, la voix, elle serait prédominante, c'est-à-dire qu'elle serait plus importante que ce qu'on peut voir sur le visage. Et attention, ils ont vu ça effectivement chez des enfants de moins de 7 ans. Ça veut dire qu'après, c'est aussi important le visage que la voix. Et eux, leur explication, et c'est vrai que c'est une explication tout à fait, une hypothèse tout à fait plausible, c'est que finalement, quand on est tout petit, on est aussi très, très sensible à la voix de manière générale, à ce qu'on peut nous dire. Et chez un enfant, par exemple, même s'ils ne voient pas le visage de la personne, si on leur dit « Attention, il va se passer quelque chose », il faut qu'ils soient plus réactifs qu'un adulte. En tout cas, il faut vraiment, eux, ils ont ce côté effectivement réaction comportementale à l'émotion qui va être véhiculée vers la voix. Et bien sûr, on ne dit pas que ça disparaît avec l'âge, on dit que chez les enfants, ils ont une dominance auditive qui semble plus importante. En tout cas, ça veut dire qu'ils prêtent vraiment très, très attention à ce qu'ils peuvent entendre. Ça veut aussi dire, alors parce qu'on a vu le côté positif, mais si on veut voir un peu le côté négatif, malheureusement, ça veut aussi dire qu'il faut prêter attention justement à ce qu'on peut exprimer dans notre voix, parce que ça prendra le pas sur ce qu'on peut exprimer visuellement. Donc c'est là où il faut faire effectivement aussi attention, mais on ne perd pas cette capacité-là. Simplement, finalement, au fil de notre vie, on équilibre probablement nos compétences au niveau auditif, visuel, et après, finalement, il y a une balance qui se fait, alors que chez les enfants, il semblerait effectivement qu'ils aient une prédominance auditive qui soit plus importante, peut-être pour réagir justement à des choses du quotidien, notamment les choses de peur. Encore une autre question. On voit de plus en plus de parents calmer ou occuper leurs enfants en leur donnant leur téléphone ou en les posant devant une télé. Est-ce que vous avez étudié l'impact des écrans, tout ce qui est téléphone, jeux vidéo, sur le développement des perceptions émotionnelles des enfants? Alors, je n'ai pas fait de recherche biblio là-dessus pour ce soir. J'aurais dû, donc je vais vous répondre avec ce que j'ai entendu, et puis on échange ça très souvent avec nos collègues parce qu'on a cette question très, très régulièrement. C'est certain que passer un temps abusif sur les écrans n'aide pas les enfants, notamment au comportement social, parce que tout à l'heure, on parlait au début un petit peu de justement la distinction que les enfants vont apprendre et vont comprendre entre le réel finalement et la fiction, hein, finalement comprendre les émotions réelles de quelqu'un et les émotions qui vont être un peu, on va dire, simulées. Or, quand on regarde un écran, c'est forcément des émotions qui sont simulées. Même si c'est dans un film, effectivement, ce n'est pas une réaction qui va être réelle. Donc, il faut prêter attention effectivement à ça. Après, bien sûr, il faut faire la part des choses effectivement aussi par rapport à ce qu'on va montrer aux enfants sur les écrans. Après, nous, c'est vrai qu'on n'est pas tellement pour les écrans très, très tôt. Il vaut mieux des interactions sociales en bonne et due forme. Après, les écrans, parfois, ça peut être aussi utile. Et malheureusement, je dirais, nos enfants, on vit dans une société où de plus en plus, on est amené à utiliser les écrans. Donc, les écrans, peut-être, oui, à petite dose. Et là, je pense qu'on a bien la preuve ce soir, puisqu'on est tous en visio, puisqu'on ne peut pas se voir. Donc, les écrans, oui, à petite dose. Attention peut-être à ce qu'on montre aux enfants sur les écrans.
Mais au contraire, ce qui peut être intéressant avec les écrans, c'est à l'heure justement des masques et de la reconnaissance des émotions faciales qui va être un peu impliquée parce qu'on disait, vous avez vu que finalement ça va se développer effectivement dans la petite enfance. Les enfants à l'heure actuelle, ils sont à la crèche, tous leurs éducateurs, leurs maîtresses, elles ont des masques, donc ils ne vont pas parvenir à comprendre les caractéristiques émotionnelles sur le visage. Donc là, au contraire, à la maison, je dirais qu'il faut exprimer vraiment vos émotions sur le visage et pourquoi pas utiliser l'outil informatique pour regarder tous ensemble, par exemple, un film qui va exprimer des émotions particulières et essayer de faire des petits jeux avec, effectivement, pour essayer de développer un peu plus ces caractéristiques faciales. En revanche, effectivement, attention peut-être à certains jeux, par exemple, auxquels je pense, qui sont effectivement des jeux qui vont être plutôt des jeux d'attaque, de guerre, où là, on va avoir plutôt des visages qui vont être assez souvent fermés, parce qu'il faut aussi que l'enfant il se rende compte que ce n'est pas la réalité des choses, que les interactions sociales, elles se passent ailleurs que sur les écrans, les réseaux sociaux, etc. On nous a demandé de poser les questions plus fortes, donc je vais essayer de parler fort. Vous avez traité de la question au niveau de l'humain en général, et pourtant il semble que culturellement, le sens attaché à certaines expressions faciales varie. Et la personne cite en exemple le sourire ou le rire au Japon ou en Corée, par exemple. Voilà. Comment est-ce que cela est pris en compte dans votre discipline ? Alors effectivement, c'est vraiment pris en compte, vous avez totalement raison. Alors c'est il y a en fait, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques faciales de la reconnaissance des émotions. Donc c'est des choses, on ne va pas rentrer dans les détails là parce que c'est des choses qui peuvent être assez complexes, mais c'est effectivement finalement comment vous reconnaissez chez quelqu'un que la personne elle est contente. Bah, ses yeux vont être d'une forme un peu particulière, les sourcils vont être d'une forme un peu particulière, la bouche, par exemple, va être effectivement plutôt ce qu'on appelle nous en U, tandis que quand vous êtes triste, vous avez plutôt la bouche qui va vers le bas, effectivement, comme ça. Donc ça, c'est effectivement très bien. Et vous avez raison, dans d'autres populations, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que l'expression émotionnelle n'est pas la même. Donc dans les études qu'on fait, c'est toujours quelque chose auquel on fait attention, qu'on prend en ligne de compte, effectivement. Et donc, c'est ce qu'on appelle les populations qu'on va étudier. On ne va pas étudier les mêmes populations, ou si on étudie des populations qui sont différentes, on le stipule et forcément, on va interpréter les résultats de manière différente. Et vous avez totalement raison. Au Japon, par exemple, on sait que les expressions émotionnelles, elles sont vraiment complètement différentes des nôtres. C'est-à-dire que oui, ils ont bien la joie, ils ont bien la colère, la surprise, la peur, mais alors leurs caractéristiques faciales pour les reconnaître sont vraiment différentes des nôtres. Et c'est très rare qu'on mêle effectivement des populations de Japon, par exemple, et puis États-Unis, Europe. C'est vrai que je parle de manière générale de l'humain, parce que c'est probablement chez tout le monde quelque chose qui va être effectivement inné, mais après, dans l'expressivité au niveau facial, là, ça va être différent. Et là, on parle plutôt effectivement de choses qu'on retrouve en Europe, aux États-Unis, etc. Le Japon, c'est un peu particulier. Pour les enfants autistes, l'atypicité dans l'exploration des traits classiques peut-elle se compenser en partie par une prédominance auditive ? Alors, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ils vont plus comprendre les émotions via la voix que par le visage? Alors, justement, cette étude-là qui nous a montré ça est très intéressante aussi pour justement le côté atypique des choses. J'aurais bien envie de vous répondre que oui. C'est parce qu'effectivement, si on imagine qu'il y a une prédominance auditive, alors on peut travailler effectivement plus sur la compréhension de la prosodie émotionnelle que sur la compréhension du visage. Et là, je dirais qu'il y a une double question, un double enjeu, parce qu'à la fois, je vous dirais bien que oui, et moi, en tant que praticienne, c'est quelque chose que je vais travailler avec mes jeunes patients qui présentent un trouble du spectre de l'autisme en remédiation cognitive, par exemple.
En revanche, ce qui va être difficile, c'est aussi que dans la vie de tous les jours, dans les interactions sociales, alors ça va être super qu'ils puissent se baser sur la prosodie émotionnelle, mais ce qui est encore plus super, c'est de faire ça, plus essayer de faire en sorte qu'il arrive à vous regarder un peu plus dans les yeux et à décoder les émotions faciales. Mais là, on pourrait en parler des heures parce que, en fait, ils sont très, très forts pour apprendre, quand on leur explique les caractéristiques faciales et après, finalement, ils vont pouvoir décoder les émotions. Mais ce qui va être encore compliqué après dans l'apprentissage, c'est finalement qu'est-ce que ça engendre chez eux ou chez autrui de ressentir de la joie, de la peur, de la surprise. Et il y a aussi ce côté-là, effectivement, qui rentre en jeu dans les interactions sociales. Donc, effectivement, c'est important de passer par la prosodie émotionnelle, mais aussi par le visage. Je pense que les deux combinés, c'est toujours très intéressant. Et ce qu'il faut travailler aussi, c'est effectivement ce que ça engendre finalement dans le comportement social avec les autres. Donc, il y avait une question qui revenait sur la question des écrans. Peut-on parler du vécu après le visionnage d'un film, par exemple, pour élargir le vocabulaire des émotions? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reprendre, par exemple, quelque chose qui se soit passé dans le film pour essayer d'apprendre d'autres émotions, d'autres ressentis, etc. Bien sûr, au contraire, ça peut être tout à fait intéressant et ça va être d'autant plus intéressant que vous allez pouvoir confronter votre ressenti à vous, votre vécu à vous, avec celui de votre enfant ou votre jeune, mais c'est aussi quelque chose, on parle des enfants, hein, mais c'est aussi quelque chose qui est possible de faire entre copains, entre adultes, hein, parce que finalement, c'est encore une autre part de nos comportements sociaux, mais c'est aussi finalement avec une même situation sociale, que ce soit en réel ou dans un film, et souvent c'est plus délicat en réel parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, on n'a pas forcément le même vécu émotionnel qui peut être exprimé. Et c'est tout là l'intérêt effectivement d'échanger à ce sujet. Chez les enfants, parce que vous avez raison, vous allez pouvoir élargir le vocabulaire des émotions, élargir aussi la compréhension des émotions. Et quand ils deviennent plus grands, plus adultes, voilà, et même vous encore à l'heure actuelle, c'est important parce que finalement, vous allez confronter aussi votre ressenti, votre vécu, et donc vous allez pouvoir partager finalement quelque chose autour des interactions sociales et de se poser la question, mais pourquoi toi, tu as imaginé que là, il était plutôt content, il est plutôt en colère? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était comme ça, alors que moi, j'aurais plutôt imaginé que c'était comme ça? C'est vraiment effectivement cette fois la confrontation des idées dont on a besoin au quotidien pour tout, mais pour les émotions, bien au contraire, ça aide aussi énormément. Donc, une personne nous demande par rapport aux personnes âgées en EHPAD qui ont dû rester isolées dans leur chambre, est-ce qu'il y a eu un impact? Alors, c'est sûr que oui, je ne vais pas dire le contraire. Forcément, il y a eu un impact, mais alors pour le coup, malheureusement, qui n'est pas uniquement lié aux caractéristiques émotionnelles, et là, c'est beaucoup plus vaste, mais bien sûr, par contre, qui est très lié aux interactions sociales, parce qu'effectivement, elles ont manqué cruellement d'interactions sociales avec leurs pairs, avec bien sûr aussi parfois les soignants, hein, parce que ça dépendait des EHPAD, mais parfois il y avait des EHPAD où finalement il y avait très peu de passages aussi dans la journée. Donc effectivement, elles ont manqué cruellement de ça. Et il faut aussi se dire qu'on se nourrit bien sûr des émotions des autres. Je vais prendre l'exemple, par exemple, que si vous passez toute votre journée avec quelqu'un qui est très triste, qui vit quelque chose de très très compliqué, honnêtement, au bout de la journée, vous aussi, vous allez, par votre empathie, et je dirais que c'est tout à fait normal, hein, mais être impacté par ça.
Et donc, finalement, c'est aussi comme ça qu'on se nourrit mutuellement de nos émotions réciproques, parce que si vous êtes justement un peu triste, le fait de passer du temps avec quelqu'un qui est positif, qui essaye de vous motiver, etc., peut-être que ça va engendrer chez vous justement un peu un regain d'énergie, de la joie, etc. Or, on peut imaginer que chez nos personnes âgées qui ont été confinées pendant très longtemps et chez qui pourtant, chez certaines personnes, c'est encore le cas, elles n'ont pas eu cette réciprocité émotionnelle et donc finalement, elles ont été seules avec elles-mêmes et avec leurs propres émotions et donc pas réellement de possibilité de chasser leurs propres émotions pour accueillir les émotions d'autrui. Donc, on peut effectivement imaginer que pour certaines personnes, ça a été très compliqué et que ça reste compliqué. Mais vous savez, c'est le cas malheureusement pour les personnes âgées en EHPAD. Je crois qu'on doit le dire aussi, c'est le cas pour nos étudiants à l'université qui sont derrière leur ordinateur et qui ont très peu de liens avec à la fois leurs camarades et les professeurs d'université. Et on retrouve un peu les mêmes problématiques malheureusement. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions chez un enfant, en raison, alors la personne donne plusieurs possibilités, en raison de sa culture, de pression de l'entourage, du manque de vocabulaire, est-ce que ça peut engendrer des réactions du type colère, frustration, voire même violence? Je vous dirais bien que oui, c'est très important de pouvoir exprimer ce que vous avez à dire, que ce soit les émotions ou tout ce que vous avez à dire. Et je pense que les émotions, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous avez un ressenti interne quand on a une émotion, nous, on ressent quelque chose. Et donc, parfois, on a besoin de l'exprimer, de l'extérioriser, comme on dit. Et donc, finalement, si on ne peut pas le faire, en fait, on trouvera forcément un moyen de le faire. Donc après, le moyen, il sera autre. C'est comme les enfants qui n'ont pas accès à la communication verbale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire les choses. S'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, s'ils ne peuvent pas vous le dire oralement, ils vont vous le dire par une autre façon. Ils vont jeter l'activité que vous leur proposez, ils vont se mettre très en colère. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Pour les émotions, malheureusement, en tout cas, c'est des hypothèses, mais en pratique clinique, nous, c'est des choses qu'on peut voir effectivement quand ils ne peuvent pas exprimer ce dont on a envie. Mais imaginez-vous, vous avez envie d'exprimer quelque chose et vous ne pouvez pas. Honnêtement, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez l'exprimer d'une façon ou d'une autre, en tapant du pied. Vous allez sortir et puis vous allez crier sur le balcon parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, donc effectivement, malheureusement, on se risque, je dirais, à ce que l'émotion, elle soit exprimée d'une autre façon. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment, par quel canal ils vont exprimer leur émotion. Donc, ça peut être intéressant justement de pouvoir leur dire qu'il faut les exprimer calmement, de manière adaptée, parce que ça aussi, ça fait partie de notre comportement social. Donc, c'est des choses que parfois on est obligé d'apprendre aux jeunes qu'on peut suivre, que quand on est en colère, d'exprimer sa colère, c'est pas de taper sur papa ou maman. On peut l'exprimer autrement. On peut taper dans un punching ball si on veut, mais on tape pas sur son frère non plus. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Mais si de base, on coupe un peu effectivement le fait de pouvoir exprimer ses émotions, l'émotion, elle sera forcément exprimée et on ne sait pas vraiment comment elle le sera. Donc, il vaut mieux anticiper un peu la chose. Alors, on va peut-être prendre une dernière question parce que l'heure tourne. La question qui est posée, c'est comment les psychopathes ou les personnes ayant un défaut d'empathie, si on peut les désigner par un autre terme, développent-ils une compréhension des émotions? C'est une très bonne question. La psychopathie est un trouble psychiatrique qui est très complexe. Je crois qu'on n'a pas encore toutes les clés, comme beaucoup d'autres troubles psychiatriques, mais la psychopathie est très, très compliquée. D'autant plus compliqué peut-être que c'est des personnes qui sont difficilement atteignables pour justement essayer de poser un peu des questions, essayer de mieux comprendre leur fonctionnement. Ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être, c'est que finalement, effectivement, les particularités
dans la psychopathie ne viendrait peut-être pas, mais je vous dis bien que c'est peut-être, hein, on n'est pas sûr, et je dirais qu'il y a beaucoup d'hypothèses à ce propos, d'une mauvaise compréhension des émotions. Peut-être qu'au contraire, ils ont même une meilleure compréhension des émotions que tout un chacun, mais c'est dans justement la réponse qui va être donnée à l'émotion exprimée par la personne ou à l'émotion exprimée par la personne qui est en face, hein, donc l'émotion d'autrui, que va être la difficulté. Donc peut-être finalement, on n'est pas au même niveau finalement de compréhension de l'émotion. La compréhension de l'émotion est peut-être juste et peut-être vraie. En revanche, c'est la réponse qui va être adaptée, qui ne va pas être effectivement la même. Mais c'est très compliqué d'être certain de ces données-là, d'être sûr, parce que c'est des personnes effectivement avec lesquelles on peut difficilement faire d'études parce qu'on ne peut pas leur proposer ce genre de choses. Ils sont très réticents à ça, bien sûr, et puis il faudrait pouvoir je dirais, en rencontrer dans des lieux un peu particuliers. Donc, c'est certain qu'il y a des particularités dans ce trouble psychiatrique au niveau des émotions, de la compréhension des émotions et de ce qu'ils peuvent en faire finalement. Mais la question qui reste entière, c'est à quel stade de compréhension des émotions est réellement la difficulté. La réponse reste entière, et je crois que les recherches vont bon train dans ce domaine-là pour essayer justement de mieux comprendre. Parce que qui dit mieux comprendre, et peut-être ce sera le mot de la fin, mais c'est toujours pareil, qui dit mieux comprendre, dit mieux aider les personnes qui sont effectivement en souffrance, mais aussi bien sûr tous les enfants qui vont très bien et qui vont permettre effectivement d'avoir un développement encore meilleur, je dirais. Je ne sais pas s'il y a une toute dernière question pour ne frustrer personne qui n'aurait pas encore osé s'exprimer. En tout cas, vous avez des remerciements. Merci pour votre exposé clair et très instructif. Merci pour cette conférence très claire. Merci à vous pour toutes vos questions très, très enrichissantes qui vont me pousser à aller rechercher d'autres informations dans la littérature, mais je vous en ferai part avec grand plaisir, et je ne manquerai pas de vous donner les données de la littérature sur ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Voilà, donc on va conclure ici. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence en ligne, et puis nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt. N'hésitez pas à suivre le reste de la semaine du cerveau s'il reste des places pour les prochaines conférences. Bonne soirée. Merci beaucoup.